Bonjour à toutes et à tous, toutes les excuses pour quelques imperfections constatées dans le démarrage de cette émission et aussi pour le retard de ce mais néanmoins nous sommes ensemble et encore partis sur votre numéro de son dans notre émission consacrée à la vitalité sportive de notre cher pays, le Togo. Devant le temps, vous avez votre Lionel Corriger et vous avez j'espère que vous êtes invité sur également sur la radio KMTV la radio végétale le www.ebenradio.com, le www.togovision.com, sans oublier le www.ici-lomé.com et le www.togo-online.co.uk, des sites qui reprennent soit entièrement ou quelques séquences de cette émission Grand Jury. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Avant de retrouver nos invités rapidement, la une des journaux parus ce matin, du moins pour ce qui concerne les pages sportives. Nous avons l'éveil de la nation qui est dans les kiosques. Nous allons voir rapidement ce qui concerne les sports. Voilà, 11e anniversaire de Seco Group, un grand marathon a réuni la jeunesse à Sochouboua. Voilà donc pour ce qu'on peut dire quant à ce qui concerne les informations sportives dans cette émission. Nous avons également dans les kiosques l'Union pour la patrie qui, dans sa page sportive, écrit « L'Allemagne, football classement FIFA, l'Allemagne recule, le Togo intègre le top 20 africain ». Souleymane Diawara qui dit, je cite, « Je ne suis pas un voyou ». Et puis Maracana, l'Ivoirien Jean Charlemagne, élu premier président de la FIMA. La FIMA, c'est bien sûr la Fédération internationale de Maracana Association, un mandat de 10 ans. Nous allons en parler tout à l'heure, voir un peu les observations des uns et des autres autour de ce long mandat qui pourrait relancer le débat par rapport à la longévité au pouvoir dans le sport, bien sûr. Le CIO invite les athlètes du monde entier au JO de 2016 à Rio, écrit l'Union pour la patrie. Et puis Mbila à la relance en première ligue. Gradel pousse un nouveau coup de gueule contre la SSE. Voilà, c'est bien sûr par rapport aux questions de transfert. Vous allez lire ça dans les colonnes du journal L'Union pour la patrie. La dépêche également dans les kiosques, dans sa page sportive, écrit comité de normalisation de la FTF, les secrétaires généraux des clubs outillés sur la nouvelle méthode d'octroi des licences CAF. Autre article, toujours comité de normalisation de la FTF, début de tournoi U16, Paris réussi pour Antoine Folly et son comité, écrit le journal du doyen Apollinaire Mewene, mais c'est que nous saluons au passage. Togo réveil de Germain Pouli. Également dans les kiosques qui écrit dans sa page sportive, 11e anniversaire de la création du groupe Seco, un grand marathon national et un défilé de mode ont marqué l'événement à Sochouboua. Article décoré avec beaucoup de photos. L'alternative de Ferdinand Mensah Haïté, que nous saluons également au passage, écrit dans sa page sportive. Togo, la difficile évolution du taekwondo. Et puis Bedambite, le tournoi de l'amitié corrige les mœurs. Culture, le FSTP demande de l'aide. Voilà donc également tout ce qu'on peut dire concernant la page sportive à la une du journal L'Alternative. Rapidement autour de ce plateau avec moi deux invités. Abel Zidodi, qui nous vient de la radio Carré Jeune et du journal Le Mania Libéré, sans oublier également Promo Star. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de KMTB et de la télévision E47, également à tous les médias partenaires. Voilà, merci donc pour la disponibilité. Prosper l'Allemand à Bouclou, il est également là. Bonjour Prosper. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les amis télésportifs. Avec un peu de sueur au front, ça témoigne de... Ça dit beaucoup de choses. Voilà. Mais je voudrais quand même souhaiter bonne fête d'Aïsa à toute la population de Thiélié, de la région de Zion. De la préfecture de Zion. Donc je voudrais leur souhaiter surtout que la grande finale c'est pour... demain. Sans oublier ce soir avec l'élection de la reine Aïssa. Voilà, donc c'est dire que
nous sommes avec eux. La télévision Espoir 47 est toujours dans l'arène et prêt pour le combat. Voilà, et puis occasion pour nous quand même de lancer un appel également à tous ceux qui organisent ces événements, puisque nous sommes partenaires. Le partenariat oblige quant à certaines réalités. Il va falloir intégrer réellement la télévision Espoir 47 dans les programmes. Je crois que la prochaine édition, quand on parlera de la 46e édition, tout ceci sera mis dans l'ordre, parce que vous n'êtes sans savoir que, pourquoi nous le disons clairement, il faut le dire, on ne peut pas voiler la face à ceux qui nous suivent sur les écrans. Moi, c'est pratiquement à l'ommer sur les ondes d'une radio de la place que je suis le spot publicitaire de l'événement, alors que la télévision Espoir 47 implantée à Tchévier n'en a pas. La télévision Horizon et la radio Horizon également implantée à Tchévier n'en diffuse pas, un peu paradoxal. Donc, il va falloir quand même, sur le plan médiatique, en ce qui concerne la communication, autour de cet événement, de penser à cet aspect très prochainement. Revenons donc autour de ce plateau rapidement, parler Maracana, puisque c'est ça qui fait l'actualité aujourd'hui. Ce ne sera pas le seul sujet. Nous allons également parler des éperviers, puisqu'en septembre prochain, dans pratiquement 3 semaines, ils seront de retour pour la seconde journée des éliminatoires. Qu'est-ce qui se fait en termes de préparatifs? On va essayer de voir tournoi U16. Qu'est-ce qui se passe réellement, puisqu'on a appris dans les coulisses une lettre du ministre des Sports. Que dit ce courrier? Nous allons en parler aussi. Mais rapidement, Abel Zidodi, Maracana avec la 4e édition, je crois, de la compétition, couplée de la naissance de la Fédération internationale de la discipline. Oui, c'est ça l'information. Je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est clair donc pour le public sportif togolais, que le Togo a l'honneur d'abriter donc la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Vous savez que cette discipline est née en Afrique et poursuit donc son petit bonhomme de chemin en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Et donc, je crois que au niveau donc du Maracana, c'est quand même une rotation par rapport à l'organisation des compétitions africaines, donc de cette Coupe d'Afrique. Et donc après la Côte d'Ivoire en 2012 pour la première édition, le Bénin a organisé quand même la 2e édition en 2013. Le Niger a suivi donc en 2014 pour la 3e édition. Et cette année, c'est au Togo quand même d'abriter la 4e édition. Donc ce n'est pas quand même assez surprenant, ce n'est pas extraordinaire, mais là où ça devient quand même beaucoup plus intéressant pour le Togo, c'est que c'est au Togo qu'a vu donc le jour la Fédération internationale de Maracana et association. Et donc ça voudrait dire tout simplement que en Afrique, depuis que l'Afrique est née, c'est pour la toute première fois qu'une fédération internationale, qu'une fédération regroupant donc en tout cas une fédération de sport sur le plan mondial a vu le jour en Afrique. Et l'histoire retiendra que c'est au Togo que cette discipline est née, que cette fédération internationale sous la présidence de Force Nazimbe. Et également, la dernière fois, monsieur Auguste Dogo, qui présidait donc la cérémonie de clôture. Le président du comité national olympique togolais. Tout à fait, le président du comité national olympique togolais qui présidait, donc nous a quand même rafraîchi la mémoire pour nous dire tout simplement que c'est quand même à un lieu historique que cet événement historique se tenait. Et vous savez ce qu'il nous dit par là? Il voudrait tout simplement nous rappeler que c'est à l'hôtel Ibis ou l'hôtel Le Béné d'alors que le Togo a proclamé donc son indépendance en 1960, que c'est à l'hôtel Le Béné là-bas, aujourd'hui hôtel Ibis, que la proclamation donc de l'indépendance du Togo a été faite. Et donc les invités étaient venus de partout, de tous les continents, de tous les pays d'Afrique et tout. Et les Ivoiriens étaient également là, les Comoriens, les îles Comoriens, je ne sais pas comment ils s'appellent sincèrement, mais c'était bien ceux-là. Ils étaient là, les Américains, les Français et tout étaient regroupés dans ce grand hôtel-là pour l'événement à l'époque. Et donc, le mercredi dernier, c'est encore en ce même lieu que le Togo a du moins organisé la naissance ou bien le congrès constitutif de la Fédération internationale de Maracana Association. Donc ça voudra dire que
le Togo, quoi qu'on dise, c'est quand même une plaque tournante de l'Afrique où des grands événements ne cessent quand même de voir le jour, on dira. Mais en tout cas, pour finalement une bonne maternité. Une bonne maternité qui... De très bonnes initiatives. Tout à fait. Et donc pour moi, c'est quand même une très bonne chose que le Togo ait l'honneur d'organiser la quatrième CAN, ce qui n'est pas extraordinaire, je viens de le dire, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que c'est au Togo que le Maracana voit le jour, en tout cas la Fédération internationale, même si le siège ne sera pas donc au Togo. Le même siège si est où? Le siège c'est en Côte d'Ivoire. Le siège c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément. La présidence, ce n'est pas également le Togo d'abriter donc de prendre la destinée de diriger donc cette fédération, c'est également la Côte d'Ivoire qui a l'honneur de diriger à travers monsieur Bleu Charlemagne. Ce n'est pas quand même Jean Charlemagne, c'est Bleu Charlemagne. Voilà. Et donc je crois que quoi qu'on dise, ce n'est pas quand même perdu pour le Togo. Hein. Le Togo a aussi la première vice-présidence. C'est le Togo qui occupe la première vice-présidence. Le Bénin la deuxième vice-présidence. En la personne de Étienne Baffaye, qui est le premier vice-président de la Fédération internationale de Maracana Association. Donc je crois que c'est une très bonne chose de la compétition. En tout cas, je crois qu'on va quand même revenir sur la compétition qui démarre tout à l'heure. Voilà, François Lallemand, le Togo encore sous les coups des projecteurs, pas pour parler de crise, pas pour parler politique, mais parler sport, avec la naissance d'un joyau international, mondial, planétaire, la FIMA. Non, si je voudrais me référer un tout petit peu à Feu Gnassingbé Adema, qui a souvent dit que le Togo est un berceau de la naissance des grands événements. Je me dis tout simplement que Abel a fait l'historique et qu'on a besoin de chercher un dictionnaire pour pouvoir chercher les mots et comprendre la naissance de ce comité dirigeant du foot Maracana dans le monde est une volonté des autorités togolaises. En premier lieu, le président de la République, le gouvernement et le ministère des Sports, tous ceux qui sont intégrés dans cette prise de décision-là. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La Côte d'Ivoire également est partie prenante, étant le berceau même de la naissance donc, de ce jeu. Elle s'est inscrite intégralement dans sa conception et puis dans sa naissance. Et là aussi, on va remercier l'autre président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris l'audace de pouvoir construire le siège à Abidjan. Maintenant, on a hérité d'une vice-présidence à la personne de M. Étienne Baffaye, qui est le président de la Fédération togolaise donc de Maracana. Et tout ça là, je crois quand même que ce sont des signes qui montrent que réellement le Togo fait partie des grands d'Afrique et sur le plan sportif a un impact sur l'évolution et les promesses faites donc dans l'évolution du sport. Donc je crois qu'il nous revient maintenant, avec la naissance de cette fédération, que les décideurs arrivent à doter donc cette fédération de Maracana de tous les moyens possibles pour que ceux qui, à partir de 35 ans, parce que c'est un jeu qui se fait à partir de cet âge-là, à partir de 35 ans, puissent se retrouver eux aussi dans leur loisir. Je ne dirais pas faire carrière, mais créer un certain nombre de loisirs pour que le Togolais qui, au-delà donc de ses soucis, je dirais familiaux, de ses soucis professionnels, à la sortie du stress, puisse donc se déstresser et venir donc s'amuser un temps soit peu. Donc c'est une bonne chose. On ne peut que féliciter les initiateurs et on souhaite une longue vie à cette fédération, surtout que le président Bleu Charlemagne, je crois c'est lui, à 10 ans. On va en parler tout à l'heure. Donc je crois qu'il a le temps de tout faire avant peut-être de s'éclipser.
Très bien, on va en parler par rapport à 10 ans, on va en parler tout à l'heure. Mais avant d'arriver là, Abel, vous avez retracé un peu l'historique, vous avez repris un peu l'historique retracé par le président du Comité national olympique togolais par rapport au lieu qui a abrité la cérémonie, qui a vu la naissance de la FIMA. Et aujourd'hui, est-ce que les autorités togolaises, c'est la grande question, Prosper a dit que c'est une volonté qui émane des autorités togolaises. Est-ce que cette volonté a été traduite dans les faits? Je veux parler du budget, puisqu'entre-temps, on a eu quand même à discuter avec certains proches de la Fédération togolaise de la discipline qui ont dit que sur un budget de 150 millions, même 20% n'était pas atteint. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça a été traduit, cette volonté, dans les faits? Bon, traduit dans les faits, je ne pense pas, je ne crois pas entièrement, parce que c'est vrai qu'à l'ouverture des travaux de ce congrès la dernière fois, le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la formation civique, Guy Madié Lorenzo, était là. Il a donné quand même le temps et il a bien avoué que le gouvernement ferait tout quand même pour soutenir cette discipline, pour soutenir cette compétition. Bon, soutenir dans quel sens, je ne sais pas. Parce que quand on parle des sports, le soutien dont a besoin les fédérations sportives et pour l'organisation d'une compétition, tout le monde le sait, c'est le moyen financier. Donc c'est le côté pécunier de la chose. Mais la dernière fois, le ministre a parlé dans le micro, il a fait donc son discours, et au-delà du discours, il a parlé, il a fait parler son cœur. C'est ce qu'il a dit, qu'il voulait tout simplement laisser de côté le discours préparé pour faire parler son cœur. Et bon, il a fait parler son cœur, il a dit tout simplement que l'État ferait tout pour aider la fédération togolaise de Maracana, et également par rapport à cette organisation, puisque c'est le Togo qui organise. Le président de la COCAN, c'est le président du COCAN, autant pour moi, c'est donc M. Etienne Bafra, c'est un Togolais, et qui souffre énormément dans sa peau pour l'organisation de cette compétition. Maintenant, j'ose croire quand même que le ministre, au-delà du fait qu'il voudrait tout simplement dire, ou bien au nom du gouvernement, aider cette organisation, il le ferait consciencieusement par rapport à l'exigence, à l'exigence de l'heure. L'exigence aujourd'hui, ce n'est pas les discours, ce n'est pas le soutien moral, ce n'est pas un autre soutien que le soutien financier. Donc pour le moment, jusqu'à hier, à l'issue donc de la formation que la fédération a donné donc aux journalistes, et je crois qu'on a eu quand même à discuter un tout petit peu avec les responsables de la fédération. Et c'est vrai, le budget, selon les informations, n'atteint pas encore les 40%. Donc ça veut dire que nous sommes encore en deçà donc de la moyenne par rapport à ce budget-là. Mais c'est qu'au niveau du Maracana, ce que nous avions quand même eu comme information auprès des organisateurs, c'est que même si c'est 100 francs qui rentrent dans la caisse, eux, ils sont prêts quand même à organiser, parce que pour eux, c'est la CFA qui doit prédominer, et la CFA à leur niveau, c'est la convivialité, la fraternité et l'amitié. Et donc dans tout ça là, eux-mêmes, ils s'investissent pour organiser. Et donc ici, c'est le Togo qui demande l'organisation. C'est le Togo qui veut organiser sa Coupe d'Afrique des Nations. Et donc les autres pays viendront quand même en observation. Les autres pays viendront aider donc cette fédération-là à organiser. Mais si le Togo veut qu'on organise une compétition de telle envergure pour 100 francs, ils sont prêts à organiser pour 100 francs. Et donc, il y aura des rubriques qui seront donc écartées, qui seront éliminées autant pour moi de la course. Donc, pour le moment, Rodrigue, selon les informations, je ne sais pas si à quelques heures avant de cette émission, les choses ont évolué. Mais je crois quand même que les choses évoluent de ce côté, parce que c'est du bon boulot qui se fait de l'autre côté. Quand vous allez quand même, quand vous faites un tour au niveau du terrain, le stade de handball, qui abrite donc l'événement, et tout est décoré, le décor a changé, et vraiment les dispositifs sont mis en place pour une bonne organisation. Je suis allé la dernière fois même jusqu'à poser la question à M. Etienne Bafra, de savoir si aujourd'hui le Togo veut quand même mieux faire que les autres pays, ou bien le Togo peut mieux faire que les autres pays, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire a organisé, on a vu ce qui s'est passé, le Bénin, on y était, le Niger a organisé. Est-ce que le Togo, pour la 4e fois, et surtout que c'est un Togo, et que la FIMA
a vu le jour? Est-ce qu'on est quand même prêt pour mieux faire que les autres? Il n'a pas su quand même répondre à cette question parce qu'il se sentait quand même un peu réservé par rapport aux moyens qui manquaient. Voilà, Prosper Lallemand, tout le bémol est là. Problème de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, cette volonté, telle que vous l'avez citée, de l'autorité est traduite dans les faits pour qu'on n'en assiste pas à ce qu'on peut appeler débâcle? Parce que je rappelle que le Togo est sous les projecteurs de 10 nations, notamment la France. Je veux parler des projecteurs médiatiques, bien sûr. La France, les Comores, le Niger, le Bénin, le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Canada et puis le Guatemala. Non, vous savez, le mal dont nous souffrons la plupart du temps dans l'organisation des compétitions, c'est le manque de moyens. On sait qu'en football, il y a des comités qui sont souvent formés pour le renflouement des caisses afin de diligenter les dépenses. Maintenant, pour le Maracana, il n'y a pas le même engouement, mais c'est là où le bas blesse. J'ai dit tout de suite que c'est un loisir pour un certain nombre de personnalités, de gens qui se retrouvent donc à ce niveau pour pouvoir compétir. Et c'est le nom du Togo toujours, que ce soit en football de sport roi, ou en basketball ou dans d'autres disciplines, tout comme le Maracana. Je crois quand même que c'est le nom du Togo. Et si les autorités, je l'ai dit tout à l'heure, ont accepté, se sont impliquées, nous allons tout simplement les inviter de grâce à pouvoir aider la fédération de Maracana, M. Etienne Bafay et toute sa suite pour qu'il arrive à solder les comptes. Parce que vous savez, on a souvent tendance à croire que ceux qui défendent plus souvent les dossiers pensent plus à leur profit, à l'intérêt personnel qu'à l'intérêt général. Or, c'est le Togo. Donc, une fois encore, nous allons en appeler au centre de responsabilité des autorités togolaises, le ministère des Sports, la primature, la présidence de la République, que tous ces gens-là arrivent. Il y a même les forces armées togolaises qui souvent aussi aident dans ce sens-là. Il va falloir que tout le monde regarde de la façon dont cela pouvait se faire et que l'on fasse pour moi une forme de politique où des comités soient formés à l'avance, des comités qui existent et en cas de besoin qu'on les ressuscite pour de tels événements. Il ne faut pas attendre les heures qui vont suivre la compétition ou ne pas prendre vraiment en compte le sérieux donc des événements. Ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas seulement en football qu'on va avoir la formation de ce comité-là où les gens renflouent leurs poches sans nous faire des comptes. Il faut l'étendre, l'élargir aux autres disciplines. Voilà, donc que ce comité-là soit permanent et qu'il fasse le travail à l'avance. Comme on sait maintenant qu'il y a une compétition, ce comité-là doit déjà anticiper, faire son travail pour aider l'équipe organisatrice à pouvoir bien gérer. Aussi, hier, moi je n'étais pas à la formation, mais que l'on finisse la formation et qu'on distribue 2000 francs aux journalistes, je dis c'est dérisoire. C'est dérisoire, mais ce n'est pas de leur faute. Vous voyez à peu près. Manque de moyens. Ça commence pas mal, ça annonce. Voilà, donc je dis, ce n'est pas une bonne chose. Le journaliste doit vivre de son métier. Et ça aussi, c'est son travail. Il ne peut pas se déplacer, arriver à moto, prendre ses médias et qu'on lui dise, non, va diffuser tout simplement. Ça, il doit vivre de son métier, de son art. Maintenant que les organisateurs, faute de moyens, nous larguent des miettes, n'ayons pas la honte de le dire. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Si ils avaient les moyens, un budget conséquent dégagé pour la communication, un budget conséquent dégagé pour la restauration, un budget conséquent dégagé pour le transport, un budget conséquent dégagé pour la logistique, tout cela, je crois quand même que tout ça là est budgétisé à l'avance. Et des moyens dégagés pour les joueurs, ceux qui vont compétir également. Il faut qu'on leur trouve quelque chose. Voilà, et ils vont perdre de leur temps là et le consacrer
au Togo. Donc il faudrait qu'on leur trouve aussi des moyens conséquents. Donc je crois que les autorités, nous allons les prier de pouvoir s'investir réellement. Le Togo n'est pas plus pauvre que les autres nations, mais elles le font. Je crois qu'il y a une volonté. Moi je vais exhorter le ministre des Sports, le Premier ministre et surtout notre cher président de la République de pouvoir aider, franchement, s'investir pour aider à la réussite donc, de cette compétition. Voilà, Abel Zindodi, je crois que ça, c'est Prosper a touché du doigt un sujet important. Nous allons revenir sur ce sujet dans le cadre d'un autre numéro de l'émission par rapport à ce qu'on donne aux journalistes sur le terrain, et on oublie qu'il y a ce qu'on appelle droit de publication, droit de diffusion, ainsi de suite. On se contente juste des fois on prend jusqu'à 350 parce que j'en ai suivi une fois et, moi ça me fait de la peine et ça m'a fait tellement rire, mais nous allons y revenir. Mais ici nous allons parler hier il y a un jeune qui m'a dit, mais Rodrigue, dites-moi, une fédération internationale qui vient de naître et qui s'annonce en dinosaure, c'est-à-dire nous savons qu'à la tête de la FIFA le président pratiquement on sait combien d'années il y passe. Quand vous prenez par exemple la CAF, ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui on s'annonce et c'est un mandat de 10 ans. Oui, c'est vous dit. Bon, d'entrée ça m'a fait quand même checker. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ces gens-là veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent nous préparer? Qu'est-ce qu'ils veulent nous fabriquer? Bon, nous sommes allés un peu plus loin et on a voulu comprendre mieux. M. Bleu-Chardin va vous dire tout simplement qu'il n'y a pas de règle par rapport à la limite de mandat d'une association que d'une autre. Et donc, c'est que toute association est libre de définir la durée du mandat si vous permettez, je vous lis rapidement quelques lignes de ces propos par rapport à cette histoire de mandat de 10 ans. Il dit: chaque association se donne le temps de mûrir. En droit, rien n'est impossible. Et puis il revient dire: il faut se donner le temps de bien faire les choses. On s'est donné le temps de nous évaluer chaque année en congrès. C'est une association responsable. Faites-nous confiance, on ne va pas s'éterniser lorsque les choses ne marcheront pas, a-t-il déclaré. Oui, on ne va pas s'éterniser lorsque les choses ne marcheront pas, c'est ce qu'il a dit. Mais là déjà, ça donne déjà, ça laisse déjà une mauvaise appréhension de la chose. Et quand vous prenez comme une association, et du moins une association sportive, nous sommes au 21e siècle, et les choses évoluent. Les gens même veulent réduire les mandats de 5 ans, les mandats de 4 ans, 3 ans, même à la FIFA, on n'a pas renouvelable. Ici, on veut quand même limiter les mandats à 1 fois, à 2 fois par rapport aux associations sportives. Maintenant qu'une nouvelle association, une nouvelle discipline vient de naître, et en plein cœur de réforme. En plein cœur de réforme sur le plan international. Et donc cette association vient se donner quand même le plaisir d'élargir. C'est un mandat élastique tout simplement. Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas quelles sont quand même les raisons. Mais d'abord, en tant qu'analyste par rapport à mes observations et tout, je me suis dit tout simplement que d'abord il y a ce problème-là d'africanisme, bien, je ne sais pas comment ça doit s'appeler, parce que ici on veut tout simplement africaniser la fédération internationale. Et qu'on dit que c'est en Afrique qu'elle est née, et donc les Africains doivent avoir la part du lion. Et donc au-delà de ça, il y a également la peur qui s'invite dans la danse, où on a quand même peur des autres pays qui pourraient venir tout rapidement, très rapidement, donc changer les choses ou bien prendre la direction des choses. Donc c'est pourquoi on veut garder, on veut se greffer là-bas au moins 10 ans, et donc on saura que au moins l'Afrique a dirigé une fédération internationale pendant 10 ans. C'est également un autre aspect de la chose, selon mes analyses par rapport à la situation. Et donc de ça, je me dis tout simplement, la dernière fois, il y a quand même les Canadiens qui étaient là, des Français qui étaient là, il y a des Américains et tout ça là, parce qu'il y a 18 pays sur les 22 invités. Ils ont invité 22 pays, mais 18 étaient là, ont répondu présent. Donc tous ces pays-là, nous sommes des pays africains. Il y a d'autres pays qui sont intéressés. Je crois que la Belgique également est en train quand même de s'essayer déjà au Maracana. Bon, je crois que si les Africains
jouent bien leur partition, je crois que personne ne viendrait quand même leur ravir la vedette. Ici, cette peur-là, je crois que c'est de trop. C'est trop, quoi, parce que hier, en tout cas, on s'est posé beaucoup de questions. Même Bleu Charlemagne, lui, il est à l'aise, il est tranquille, il n'a pas du tout. Oui, il est parti pour 10 ans et avec des congrès ordinaires, des rencontres périodiques chaque année, et tout ça là, pour voir l'évolution de la chose. Mais j'ai peur quand même que les autres continents qu'on essaie aujourd'hui, à qui on fait la cour aujourd'hui, viennent encore aider cette discipline-là, parce que si on les écarte comme ça pendant 10 ans, ils ne seront pas dans le comité exécutif. Parce que ici c'est un comité exécutif et qui peut avoir l'assentiment, qui peut avoir une certaine diversité. C'était jouer d'une ouverture. Ici, c'est fermé rien qu'en Afrique. Le président est africain, le premier vice-président c'est un Africain, le deuxième jusqu'au 5e vice-président, parce qu'ils sont 6 dans le bureau, dans le comité exécutif. Donc le président là, suivi donc de 5 vice-présidents, ils sont tous africains. Et donc je ne sais pas si les commissions qui vont se créer, on essaierait quand même d'ouvrir tout cela sur les autres continents. Donc c'est vrai, nous sommes africains. On veut également garder quand même on veut quand même être quand même à la tête justement des institutions internationales, mais de cette manière-là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Oui, personnellement, 10 ans, est-ce que on peut dire que c'est un faux départ? Bon, faux départ, je ne saurais le dire. Vous savez, je m'explique un peu si vous permettez, oui. Parce que avant cette assemblée constitutive, il y a quand même eu des congrès, des rencontres préparatoires où on a eu à préparer beaucoup de choses, même les tests qui ont été votés hier, tout ça a été préparé. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie 10 ans de présidence? Non, vous savez, Abel a parlé de protectionnisme. Je ne saurais dire que c'est une erreur, parce que moi, à mon avis, vous savez, l'Afrique a été souvent victime de ses propres idées. Quand ça vient, on n'est pas sans savoir que quand on cherche de l'or, du pétrole, on cherche tous les produits miniers, on vient chez nous et on le ramasse et on s'en va. On fabrique les produits finis, on vient les vendre cher à des prix exorbitants, voilà, très cher. Donc je crois que c'est l'idée qui peut-être a animé les géniteurs donc de cette fédération, qui pensent que peut-être en 4 ans ou en 3 ou 2 ans, ils n'auront pas suffisamment de temps pour pouvoir cerner tous les rouages et créer peut-être la synergie qu'il faut autour de la discipline. Bon, maintenant, est-ce qu'en 10 ans, ils peuvent le faire? Tout dépend de Dieu, hein, parce que nul n'est éternel. On ne sait pas si y a des garde-fous qui sont là. Bon, 10 ans, c'est aussi peut-être parfois astreignant, fatigant, parce qu'on oubliera qu'il y a un congrès qui viendra et que si nous partons de 2015, ça fait 2025 qu'il faut aller à un congrès. Je crois que c'est bien de protéger la structure, mais je crois qu'on aurait pu peut-être le faire en 5 ans renouvelables. Ce serait plus amoindri par rapport à l'énormité donc de la durée. Mais en soi, ce n'est pas, c'est pour protéger leurs biens qu'ils veulent le faire ainsi. Maintenant, il faut que M. Bleu Charlemagne et son comité peut-être arrivent à faire peut-être un certain nombre de lobbies auprès des nations pour que cette fédération ait une réelle assise. Il leur faut du temps, c'est vrai. 10 ans, c'est trop. Il faut qu'ils le revoient peut-être un mandat de 5 ans renouvelable plusieurs fois. On peut peut-être comprendre, mais à longueur. Même à la tête de la FIFA, donc, je crois que c'est que les 10 ans subis. Est-ce que c'est renouvelable quand même? Oui, c'est renouvelable. C'est 10 ans renouvelable. Peut-être que c'est un mandat à vie, on ne sait pas. Non, bon, peut-être qu'il faut qu'ils revoient ce côté-là.
ils sont les seuls peut-être à nous expliquer pourquoi ils ont... La question, c'est de savoir s'ils peuvent nous convaincre. Bon, c'est ça. Mais ils sont les seuls à pouvoir dire ce qu'ils pensent en le faisant ainsi. Mais pour nous, observateurs, 10 ans à la tête d'une institution comme celle-là, sportive comme celle-là, c'est astreignant. Et puis, il y aura peut-être de la monotonie. Parce qu'à 10 ans, on aura tout essayé déjà et qu'on n'aura plus rien à faire, se répéter. Et pour notre mandat, je crois que M. Bleu-Chalmin, si Dieu lui prête vie, et nous prête vie tous ensemble, on verra qu'il sera dépassé par les événements et se dira peut-être, venez prendre votre chose, je vais me reposer tout un temps, soit peu, pour pouvoir prendre du souper. Donc, je crois, il faut qu'il revoie au moins la durée du mandat. Revoir la durée du mandat, en tout cas, je crois que c'est un sujet sur lequel nous allons également revenir, sauf que, vous savez, c'est vrai que ça fait un peu rire, mais en tout cas 10 ans, on attend de voir. Parce que dans 10 ans, la plupart des joueurs seront dans les soixantaines, assez fatigués. Est-ce que les jeunes qui vont arriver, parce que c'est finalement une fédération internationale, est-ce que les jeunes qui vont arriver bientôt dans 5 ans, on aura peut-être des messies qui auront envie d'aller au Maracana parce que leur âge leur permettrait d'y rentrer. Est-ce qu'ils vont aller aussi dans la logique d'un enfant né avec un titre de dinosaure? C'est la grande question. Nous allons parler des éperviers du Togo, puisqu'en septembre, dans environ 3 semaines, ils seront de retour sur le terrain pour affronter, je crois, l'Angola. L'Angola. Non, Djibouti. Le Djibouti. Voilà, Djibouti, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Abel Zidodi, on ne sent rien. Bon, on ne sent rien du côté des éperviers, sur le terrain, comme ça, parce que nous sommes au 7 août actuellement, donc dans moins d'un mois. Le match va avoir lieu, donc le Togo se déplace à Djibouti, et le 4 septembre précisément. Et jusqu'alors, est-ce que les choses évoluent de l'autre côté? On ne sait pas. Nous ne sommes pas tout de même encore allés à l'information. Mais tout ce que je sais, tout ce dont quand même je suis sûr, c'est que les entraîneurs, les sélectionneurs sont au pays. Tom Saint-Fit et Abalo de Cesse sont au pays. Ils sillonnent donc les terrains périphériques. Et puisqu'il n'y a pas donc de championnat de première division, de deuxième division, et donc ils sont sur tous les terrains pratiquement, les terrains, en tout cas les terrains périphériques et tout, en train quand même de sélectionner les joueurs. En tout cas, ils sont en train quand même de voir les jeunes jouer, et après il y a quand même des invitations qui se font déjà à l'endroit de ces jeunes-là, en tout cas repérés ou bien détectés, soit à Zanguera, soit à Soviépé, soit à Toti, à Goué, j'en passe, et soit à Téli également pour la Coupe Aïzan et tout. Donc ils sont sur tous ces terrains-là. Ils sont quand même de composer donc une sélection des jeunes par rapport au CHAN qui s'annonce, et éventuellement c'est à partir donc de ces jeunes-là qu'on pourrait toutefois étoffer la sélection nationale, pourquoi pas. Mais au niveau des éperviers eux-mêmes, je ne sais pas encore si les convocations sont parties, mais j'ose quand même croire que cela serait donc fait déjà, et parce que quand vous prenez un peu la fédération de football, les gens savent déjà comment ça fonctionne, et le temps en tout cas le temps réservé par rapport à la convocation des joueurs et le délai et tout. Donc ils sont quand même dans cette logique là, et je crois qu'ils vont le faire. Maintenant, au niveau de la communication, à notre niveau, on ne sait pas encore ce qui se passe, mais habituellement les joueurs viennent 2 semaines avant la rencontre. Est-ce qu'ils vont venir ici avant donc cette expédition là? Est-ce qu'ils vont se regrouper quelque part dans un autre pays et tout? On ne sait pas encore, mais ce que je c'est que les joueurs sont déjà là, ils sont retournés dans leur club, ceux qui sont là sont déjà repartis, et ceux qui peuvent quand même revenir seraient quand même en train de préparer leur retour au pays. Donc là, il n'y a rien quand même d'alarmant, ce que je sache par rapport à la situation. On attend quand même de voir, surtout que le ministre des Sports, Guy Madi Lorenzo, est quand même au chevet et essaie quand même d'être plus proche de l'actualité par rapport aux épreuves, par rapport à tous les sports. Je crois qu'il saura quand même faire la part des choses au moment opportun. Au moment opportun, Prosper Lallemand, les éperviers étaient en vacances, on les a vus cabaner un peu dans les rues de Lomé, on ne les a jamais
rassembler sur un terrain pour livrer un match, ne serait-ce que pour redonner espoir au public sportif. Dans 3 semaines, environ moins d'1 mois, on va dire, ils vont effectuer le déplacement de Djibouti dans le cadre des éliminatoires. Est-ce qu'on doit commencer par s'inquiéter? On doit espérer? Espérer, s'inquiéter, je crois que ça fait 2 terminologies qui contrastent un tant soit peu pour moi dans la situation actuelle. Mais je me mets des 2 côtés pour dire que on peut espérer que dans les jours à venir, qu'il y ait une nouvelle dynamique qui soit du côté donc du comité de normalisation pour qu'il arrive à insuffler un nouveau souffle, si vous le permettez, à la dynamique de la reprise des éperviers sur l'échiquier international dans le cadre de ces éliminatoires. Mais je crois que tout va un peu comme tout se ressemble, quoi. On vit dans une forme de léthargie, voilà. On vit dans une forme de léthargie qui ne dit pas son nom. Et tout ce qui y est afférent plutôt, aussi ressemble, se mêle un tout petit peu à cela pour continuer par mettre le flou autour de toutes les activités. Donc, là où on en est, on a parlé du contrat de l'entraîneur qui a dit qu'il a son contrat, les entraîneurs, mais jusque-là, il ne se prononce pas. On ne sait pas quel est le cas de charge jusque-là. Abel l'a dit tout à l'heure, il se promène autour des terrains périphériques. Est-ce que les gens qu'ils vont trouver, les joueurs qu'ils trouveront, vont faire partie donc de leur plan d'action? Parce que ce n'est que sur les terrains périphériques, ce n'est pas de très grande compétition où on peut avoir des joueurs aguerris, mais quand cela ne tienne, on va se contenter. Mais pour nous, communicateurs, journalistes, on les appelle quand même à aller un peu plus vite, parce que il ne faut pas penser que c'est le Djibouti. Djibouti jouera à domicile. Et quand on joue à domicile, quelle que soit la faiblesse de l'équipe, elle a quand même l'appui de son public. Voilà, de domicile qui prévaut. Donc, je crois que les Togolais doivent faire extrêmement attention, réveiller l'attention des uns et des autres au niveau du ministère des Sports, au niveau du comité de normalisation. Vous avez parlé tout de suite de l'envoi des convocations. Ça doit se faire puisque les joueurs ont repris les entraînements, que les championnats vont reprendre. Et surtout que à ces moments de reprise de championnat, voilà, en France, on reprend. Donc, vous allez voir que il est difficile pour les joueurs, dans ces premiers moments-là, de quitter leur club et de venir jouer avec, parce qu'ils cherchent une place au sein de leur équipe de titulaires. Il y en a qui seront dans de nouveaux clubs. Voilà, il faut qu'ils prennent part donc activement aux entraînements et au premier match donc, de leur club, au tout premier match. Et là, si il faut, après le recrutement, après la reprise, venir s'écarter encore, venir jouer à l'équipe nationale pour quelques jours avant d'y aller, peut-être qu'on ne sait jamais, un autre peut se substituer à soi. Donc je crois quand même que il y a ces paramètres-là qu'il faut prendre plutôt en compte et demander aux autorités sportives de prendre toutes les mesures possibles pour que ce match de Djibouti se joue dans des circonstances nobles et que nos joueurs puissent avoir les conditions nécessaires et pour une fois demander au ministre des Sports que si tous les autres ministres ne l'ont pas fait, ce serait lui à son honneur de pouvoir plaider pour la presse. Oui, de pouvoir plaider pour la presse. Au temps de Christophe Tchao, il nous a dit que nous, au niveau des privés, même il voyageait avec son équipe, avec les images, et il refuse. En tout cas, les jeunes ne voyagent pas maintenant à M. Lorenzo de changer la donne, puisqu'il est aujourd'hui le ministre de la Communication également et des Sports. Je crois que les choses sont toutes faites pour qu'on pense aussi à la presse privée. En tout cas, je crois que déjà, si on se réfère aux informations, il a déjà promis beaucoup de choses aux médias publics. Peut-être que certainement dans les prochains jours, il va l'annoncer aussi devant les caméras pour ce qui concerne son programme de développement
des médias privés. Malheureusement, nous sommes acculés, pris par le temps. C'est ainsi fini. Juste un petit mot. Un petit mot, c'est souhaiter quand même bonne chance aux éperviers maracaniers. Les éperviers trocapeurs, c'est comme cela, parce que le ballon de la compétition s'appelle trocapeur, et donc les éperviers trocapeurs, bonne chance à eux, que les 2 trophées restent au pays. Voilà, que les 2 trophées restent au pays. Non, moi je vais appeler, juste un mot. Oui, je vais appeler au sens de responsabilité du comité de nomination, également la volonté des clubs, du ministère des Sports, des Finances, de la primature de la présidence de la République, que le football commence par rouler chez nous, qu'on arrive à s'entendre sur le minimum, et au club d'oublier carrément le comité pour pouvoir mettre les joueurs sur le terrain afin que nous puissions avoir le bonus nécessaire dans notre football. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Toutes nos excuses pour ce débordement, mais vous êtes servis, nous croyons fortement, parce que vous nous êtes fidèles et nous avons l'obligation de vous servir. Bien de choses à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à nos invités. Bonne chance à tous les sportifs de par le monde et aux EPAV qui reprennent la Ligue 1 ce soir. Au revoir.